Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que l'Europe recule un peu. Tous les marchés européens sont dans le rouge, alors que Wall Street est en légère progression. Les marchés américains, les enjeux américains du moment, on va en parler tout de suite avec Grégory Volokin. On s'envole pour New York. C'est parti. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Il nous attend depuis ses bureaux à Manhattan, le président de Mescart Financial Services, Grégory Volokin. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver. Tendance plutôt favorable, donc positive sur les indices américains. On le disait, le S&P 500 gagne en ce moment 0,5% avant cette audition de Janet Yellen, la future secrétaire au Trésor. Qu'est-ce qu'on attend de cette audition, Grégory? Qu'est-ce qu'on attend que l'on ne sache pas déjà d'ailleurs? Oui, je dirais d'abord que c'est assez logique que les marchés montent parce qu'on va avoir vraiment une colombe à la télévision. Janet Yellen va se montrer au niveau de la politique monétaire des États-Unis, évidemment extrêmement accommodante. Mais surtout, elle va dire qu'elle veut œuvrer, je dirais, sur deux niveaux, qu'elle a une double mission. La première mission, c'est d'aider les Américains dans cette période difficile. Donc ça passe évidemment par ce qu'avait proposé Joe Biden, un chèque envoyé à chaque Américain de 1 400 $, une extension des indemnisations chômage, etc. Et puis son autre mission, elle va aussi l'expliquer, c'est de rebâtir une économie, mais une économie, je dirais, qu'elle va qualifier peut-être de plus juste, de plus inclusive, qui distribuera mieux peut-être la richesse entre tous les Américains. Donc ça, on le sait déjà. Je dirais ce qui est important pour les marchés, mais surtout en fait pour la future politique de Janet Yellen, c'est qu'elle va être dans un rôle dans lequel elle n'est pas forcément toujours... elle n'a jamais été en fait. Elle va être dans le rôle de devoir convaincre et de vendre son projet. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, quand elle était à la tête de la Fed, évidemment qu'elle devait convaincre ses collègues, mais c'était en dehors des caméras. Et quand elle arrivait en public, tout ce qu'elle faisait, c'était de dire ce qu'elle avait décidé et expliquer ses décisions. Or là, quoi qu'elle décide, le grand problème, c'est que quand on parle d'une politique qui va stimuler énormément l'économie, il va falloir convaincre ses représentants, mais surtout le Sénat, convaincre qu'il faut trouver des sources de fonds pour pouvoir injecter de l'argent dans l'économie. Or, il y a deux possibilités. Un, c'est augmenter le déficit. Évidemment, elle va dire qu'on peut augmenter le déficit. Les taux sont tellement bas qu'il faut même le faire d'une façon agressive. C'est pas sûr que tous les démocrates aiment trop ce discours, on le sait jamais. Et puis, évidemment, l'autre chose, c'est qu'il faut aussi financer d'une autre façon. Et les questions qu'on va lui poser, ça va être en dehors de lever de la dette. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour financer le déficit? Donc, elle doit s'expliquer en gros là-dessus, et elle doit surtout montrer qu'elle va être la personne qui pourra convaincre le Sénat, où la majorité est, je dirais, pratiquement inexistante pour les démocrates, convaincre ce Sénat ou bien d'augmenter les dépenses, ou bien d'augmenter le déficit, ou les deux en même temps. Et les marchés sont pleins d'espoir, en tout cas sereins, avant cette audition de Janet Yellen, donc la future secrétaire au Trésor américain. Les marchés qui arbitrent aussi les publications dans le secteur bancaire, avec, Jean qui rit, Jean qui pleure, Goldman Sachs qui surprend agréablement, alors que Bank of America semble un peu moins brillant. Comment est-ce qu'on explique cette divergence ? Oui, alors quand vous dites Jean qui rit, Goldman, ils doivent rire beaucoup parce qu'en fait c'est assez phénoménal les résultats qu'ils ont. C'est les meilleurs résultats d'un trimestre depuis 10 ans. Sur le trimestre, Goldman Sachs a des profits de plus de 4 milliards de $. C'est un chiffre extrêmement important. Dans le cas de Goldman, pourquoi et comment? C'est surtout grâce à la banque d'investissement. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'introductions en bourse, il y a eu beaucoup aussi d'émissions obligataires. C'est aussi parce que les traders de Goldman, quand ils gagnent de l'argent, ils en gagnent beaucoup. On voit par exemple les revenus et les profits dus au trading en hausse de près de 40%. Donc en fait, Goldman, ça a été un trimestre absolument fantastique. Je ne dirais pas que Bank of America pleure, sauf que Bank of America, c'est beaucoup plus difficile d'une certaine façon. Bank of America reflète beaucoup plus la réalité économique, reflète beaucoup plus les besoins en financement des entreprises et leurs activités de trading sont en général ou bien trop petites ou pas assez bonnes pour faire la différence. Et là, c'est le cas. Je disais 40% de hausse de profit du trading chez Goldman. Chez Bank of America, c'est seulement 7% de hausse de ses profits
Et même au niveau des opérations en bourse sur tout ce qui est fixed income, sur les obligataires, là, ça n'allait pas très bien. Donc je dirais que c'était un trimestre peut-être un peu particulier pour Bank of America, mais peut-être que en fait, il était surtout particulier pour Goldman Sachs qui réussit dans une économie qui est en train de se relever, mais qui est quand même encore très difficile, avec beaucoup de chômeurs, qui réussit donc à être aussi profitable. Et bien sûr, la politique aussi continue d'animer les débats, les discussions et la tendance sur les marchés américains, c'est demain. J-1. Demain, l'investiture de Joe Biden, comme chaque après-midi. Donc, depuis maintenant quasiment 3 mois, Grégory, on se met en route vers la Maison-Blanche. BFM Business, BFM Bourse, Joe Biden en route vers la Maison-Blanche. 2 mois et demi que chaque après-midi, Grégory, vous nous faites part des derniers développements, des indices aussi qui pointent, qui émergent pour essayer de dessiner ce que pourrait être la stratégie économique de Joe Biden et ce nouveau mandat de 4 ans qui s'ouvre pour les Américains. J-1 avant l'investiture sur les marches du Capitole. Quel est d'ailleurs le programme du futur président aujourd'hui, Grégory ? On peut dire en fait qu'à cause de Covid et à cause de Trump, ce programme est très surprenant et très réduit d'une certaine façon. Donc Joe Biden, qui devait arriver en train à Washington depuis le Delaware, c'est un petit déplacement, il ne pourra pas prendre le train pour des raisons de sécurité. Il faut savoir que en ce moment, il y a des menaces d'attentats qui ont été révélées. Donc Washington est absolument sous état de siège. Donc il va arriver en fin d'après-midi. Non pas à la Maison-Blanche, évidemment, il va arriver à Blair House. Blair House, c'est une résidence officielle. Ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, il va passer la nuit avec son épouse à Blair House, qui est exactement en face de la Maison-Blanche, alors que Trump et son épouse vont passer la nuit à la Maison-Blanche. Et ils vont ni se parler, ni se voir. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que va faire d'autre aujourd'hui Joe Biden? Pas grand-chose, justement, pour ces raisons de sécurité, mais il va animer, d'une certaine façon, une séance de recueillement, de prières au Lincoln Memorial. Il va être à ce Lincoln Memorial avec des représentants des églises, de différentes confessions, des artistes qui vont aussi chanter, faire des prières, tout ce que vous voulez. Ils vont allumer 400 lumières, une lumière pour 1000 Américains qui ont perdu la vie à cause de Covid. Donc en fait, c'est surtout, je dirais aujourd'hui, une façon pour Joe Biden de montrer sa compassion, qui est certaine, mais aussi de montrer le centre de ses préoccupations. C'est vrai que c'est Covid, et aussi une façon d'unifier un peu tout le monde avant une journée demain qui sera quand même très compliquée et très difficile, unifier tout le monde, parce qu'en fait, c'est certain que tous les Américains déplorent ce nombre de pertes en vie humaine. Et si c'est une journée assez particulière, c'est justement parce que, je dirais, son calendrier est léger. Et demain, en fait, il y aura, on en parlera évidemment demain, beaucoup de manifestations, etc. Mais la plupart seront purement télévisuelles, seront sur Internet. Il y aura pratiquement pas de rassemblement de foule, pas du tout de rassemblement de foule. Et il y aura évidemment la prestation de serment, mais en petit comité. Oui, et pendant ce temps, Donald Trump savonne la planche ou pas? En tout cas, il a annoncé cette autorisation hier de rouvrir les frontières aux arrivants de la plupart des pays européens, par exemple, mais pas que. Réouverture des frontières américaines le 26 janvier, décision de Donald Trump à laquelle Joe Biden, lui, s'oppose, Grégory. Oui, d'une façon assez simple, on peut dire que Trump a fait ça juste pour embêter Biden, parce que pour Joe Biden, ça le met dans une position difficile. C'est clair qu'il a envie de recommencer à avoir des discussions très constructives avec ses alliés, avec les Européens, mais c'est aussi clair que dans sa tête, il veut absolument pas rouvrir les frontières et que tout d'un coup, les Anglais, les Allemands et les Français et les touristes arrivent à New York. Donc oui, il va devoir annuler cet arrêté de hier de Trump en faisant lui-même, Joe Biden, le 21, un arrêté pour continuer d'une certaine façon donc cette fermeture des frontières. Je dirais que la seule chose sur laquelle l'ancienne et la nouvelle administration vont s'entendre, certainement, c'est que, et ça c'est certain, à partir du 26 janvier, pour voler aux États-Unis, si vous êtes dans les catégories de personnes qui peuvent se rendre aux États-Unis, avant d'embarquer, il faudra montrer les résultats d'un test PCR et montrer qu'évidemment, on n'est pas porteur de Covid et que ce test a été fait sur les 3 derniers jours. Mais à part ça, non, Joe Biden va devoir, d'une certaine façon, durcir le ton au niveau, je dirais, des transports internationaux.
Et c'est assez intéressant parce que ça va aussi le mettre dans une position un peu difficile puisque le premier jour, il voulait au contraire annoncer par des arrêtés le fait que les 11 millions d'Américains qui sont illégaux aux États-Unis, mais qui travaillent pour la plupart, auront ce qu'on appelle une voie vers la nationalité, qu'ils pourront faire une demande de citoyenneté américaine, qu'ils ne seront plus refoulés des États-Unis. Ça, c'est un énorme changement avec la politique qui était extrêmement stricte de l'ancienne administration Trump. Et demain, donc, cette investiture de Joe Biden. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes, Grégory, sur cette nomination quand même, hein, d'un transsexuel. Rachel Levine, d'un transsexuel, comme sous-secrétaire à la santé, encore un symbole très fort de Joe Biden. Oui, c'est un symbole très fort. C'est une grande professionnelle. Elle est responsable de la santé en Pennsylvanie. Le symbole, c'est vrai que Biden a construit, je dirais, sa majorité sur une base extrêmement large et qu'il a besoin de tout le monde. Et il a aussi été vraiment très vocal, comme on dit, sur les droits pour les minorités, que ce soit des minorités comme justement les transsexuels. Donc non, c'est un message qui est sûrement très très bien reçu par un grand nombre de démocrates et c'est un message important de tolérance. Et ça va être la première fois en fait que un transsexuel va faire une audition au Sénat pour pouvoir être nommé à son poste de sous-secrétaire à la santé, ce qui est important comme poste. Merci. Grégory Volokhin, chaque après-midi depuis 2 mois et demi en route vers les Maisons-Blanches. Voilà les derniers développements avant demain l'investiture de Joe Biden qu'on vivra bien sûr aussi sur BFM Business. Merci beaucoup Grégory. Et le CAC 40 en ce moment est toujours BFM Business,